ou les diffuser. Steve Reuben, bonjour. Vous Bonjour. êtes avocat pénaliste du cabinet Reuben et Associés. Vous avez assuré la défense du rappeur Fianso qui avait tourné des clips sans autorisation sur l'autoroute A3 et dans une cité d'Aulnay-sous-Bois. Il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende. Vous êtes aussi défenseur de quelqu'un de la team Booba. Vous défendez les rappeurs envers et contre tout. On défend les rappeurs, non pas envers et contre tout, au contraire, on a une défense intelligente. Je précise quand même que dans l'affaire que vous évoquez, il a été relaxé sur le clip tourné dans la cité et condamné pour le clip tourné sur l'autoroute. Donc on défend effectivement les rappeurs lorsqu'ils sont parfois la proie d'affaires judiciaires et sous les feux des projecteurs. Ça concerne effectivement souvent ce type de personnes. Oui, mais de plus en plus, c'est pour ça qu'on fait le débat. Est-ce que pour être rappeur à succès, il faut être hors la loi ? Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que le rap est très stigmatisé. C'est-à-dire que on peut s'interroger et on peut se poser des questions sur des textes qui ont été écrits il y a quelques temps, par exemple ceux de Renaud, où à un moment donné, après mai 68, on invitait les gens à casser du flic. Ça a existé, il n'a jamais été poursuivi. Le monde du rap, et on le voit à travers les différentes affaires qui ont émaillé l'actualité depuis quelques mois, est très stigmatisé. On s'y intéresse beaucoup. C'est aujourd'hui une activité qui génère beaucoup de business et il y a un intérêt très fort à ce sujet. Adrien Lenoir, bonjour. Vous êtes membre du Bureau national de SOS Racisme. Je voudrais d'abord votre première réaction par rapport au clip de Nick Conrad. La première réaction, c'est évidemment, moi j'avais regardé le clip avant de voir l'explication qui est quand même survenue de l'artiste et qui met quand même un petit peu en perspective, qui donne quand même quelques clés de compréhension. C'est sûr que si on prend le clip au premier degré, on est face à un clip qui emprunte fondamentalement à l'idéologie raciste. C'est un clip qui vient à la fois essentialiser la figure des Blancs, c'est un clip qui vient aussi colporter pas mal de stéréotypes sur les Noirs. D'ailleurs, c'est peut-être moins souvent relevé. L'association Noir-Afrique, Noir-Délinquance, Noir-Cité, Noir-Violence. De ce point de vue-là, évidemment, le clip est fortement condamnable. Maintenant, je trouve quand même que... parce que déjà, je vous interpelle parce que votre maintenant me pose problème parce que je pense que vous allez tenter de justifier. Non. Je pense que c'est quand même important. Vous n'êtes pas révolté par un clip comme ça ? Je l'étais au point de départ. En écoutant l'explication de l'artiste, je trouve que c'est toujours important de prendre... faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui fait un clip et quelqu'un qui commet des meurtres, quand même, au point de départ. Quand bien même les mots et l'utilisation des mots ont bien sûr un impact très important sur les consciences, la question de l'appel à la haine, la limite de la liberté d'expression. Néanmoins, c'est quand même important, je trouve, d'entendre l'artiste quand il dit qu'il a essayé, dans un jeu d'inversion, de venir condamner le racisme. Moi, je veux bien, mais vous expliquez qu'il y a une lecture au premier degré et donc sans doute une lecture au deuxième degré. Moi, j'ai aucune lecture au deuxième degré. Le premier degré me suffit. Alors attention. Moi, je suis pas là pour venir juger du travail d'un artiste quelque part. On trouve que c'est de bon goût, on trouve que c'est de mauvais goût. Si vous me demandez un avis personnel, c'est ce que je vous demande. Moi, je trouve que c'est plutôt de mauvais goût parce que finalement, si pour dénoncer le racisme, on vient appuyer des stéréotypes racistes et les diffuser dans la société, il y a un problème. Cela dit, il faut quand même, je pense, pour réfléchir aussi à cette histoire, regarder comment l'affaire part. J'ai vu les travaux d'un certain nombre de journalistes qui ont commencé à travailler sur la question, qui viennent quand même souligner qu'il y a à peine une semaine, ce monsieur est complètement inconnu au bataillon. Il se trouve qu'il a littéralement pas plus de 200 abonnés sur son compte YouTube, qu'il a absolument aucune visibilité médiatique. Et il se trouve quand même que les gens qui vont essayer de faire monter le buzz autour de ce clip, c'est quand même des gens qui ont une sensibilité politique très affichée, très particulière. Là, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais on ne peut pas cautionner, indépendamment de toute sensibilité, ce qu'il dit, pour moi, est effroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Steve Reuben ? Non, c'est une question récurrente. Liberté d'expression. On parle de liberté d'expression, pas... Justement. Pas là. Si, là, bien sûr, là. Bien sûr, là. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que il y a 3 questions qui se posent. D'abord, est-ce que ce garçon, il a fait ça exprès pour avoir le buzz ? C'est une vraie question. On sait qu'il est absolument pas connu. Si jamais c'est le cas, alors c'est réussi. Si au contraire, il écrit ses textes, il les dénonce et qu'il n'a pas conscience que ça peut heurter, que ça peut choquer, c'est très inquiétant. Et si au contraire, il les écrit et il fait exprès de les divulguer et qu'il a conscience que ça a choqué, alors effectivement, il faut des poursuites. Ce que je vois en tout cas, c'est que le parquet a été très prudent. Là, monsieur a indiqué effectivement qu'il est un peu plus réservé après ce qui a été évoqué. Il a été prudent, pourquoi ?
Moi, si j'avais été au parquet, peut-être que j'aurais été un petit peu plus douloureux, j'ai envie de dire. Peut-être que j'aurais placé en garde à vue. Là, au contraire, on prend le soin de le convoquer librement. Il est entendu, il aurait pu être placé en garde à vue, avoir attendu quelques heures au fond d'une cellule et enfin s'exprimer. Il a donné ses explications, elles sont audibles. Je ne dis pas qu'elles sont convaincantes, je ne dis pas que ça n'entendra pas de condamnation judiciaire, elles sont audibles. Ce qu'il explique, ce garçon, c'est qu'il a voulu transposer avec ses mots à lui, une souffrance qui était celle, effectivement, du peuple qu'il représente. Mais pour moi, c'est un pseudo-artiste. Excusez-moi, vous me parlez de liberté d'expression, pendez les blancs. Ça, c'est la liberté d'expression que vous, avocat, vous défendez. Non, ce que je dis, c'est que ce garçon, il a... Vous l'auriez défendu? Avec grand plaisir. Évidemment, je défends. Mais en fait, j'aurais défendu quoi? J'aurais défendu des valeurs. C'est-à-dire que si dans son esprit à lui, ce qu'il dénonce, si dans son esprit à lui, ce qu'il écrit et ce qu'il rend public est une manière à lui de dénoncer certains faits, alors je l'aurais défendu. Mais Adrien Lenoir, là, vous en parliez juste avant, mais ces valeurs à lui, c'est une manière de se faire connaître, c'est plus qu'une provocation. Pour moi, ces mots-là ne sont pas acceptables. Oui, mais bien sûr, encore une fois, la qualité jugée... On les voit à l'antenne, ces mots, on les voit. Je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. J'entends bien, mais c'est d'un racisme crasse, c'est d'une immondice crasse, mais j'entends bien néanmoins qu'on puisse quand même, dans une démarche... Son explication, encore une fois, est importante. Le fait qu'il le mette en perspective, le fait qu'il a voulu jouer sur la violence, l'inversion, quelque part, d'événements historiques entre les dominants et les dominés, qu'il a voulu donner à montrer ça pour justement dénoncer la violence du racisme. Bon, c'est quelque chose qui est audible. Moi, je trouve que d'un point de vue artistique, c'est particulièrement de mauvais goût parce que sans cette explication, j'aurais pas forcément été capable de lire ce second degré en regardant seulement le clip. Ouais. Mais je trouve encore une fois que ce qui est important, et c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure quand même qu'il faut se rappeler que c'est un artiste qui n'est absolument pas relayé jusqu'ici. Oui, est-ce que c'est un artiste d'ailleurs dans l'opinion. Si on doit compter le nombre de personnes qui l'écoutent au point de départ, peut-être pas trop. Moi, je lui réserve la possibilité de se vivre comme un artiste quand même à ce monsieur. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'en réalité, ce clip, il est brandi par une série de personnes qui cherchent à montrer ce clip comme si c'était le relais l'écho d'une opinion qui était forte dans un certain nombre de quartiers. Alors ça, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Comme si quelque part, dans les quartiers populaires aujourd'hui, on avait tout un tas de gens qui étaient prêts à attendre avec le couteau entre les dents pour sauter à la gorge des Blancs. C'est n'importe quoi. Et ce clip, pourquoi est-ce qu'il fait le buzz? Il fait le buzz parce qu'il vient confirmer un imaginaire que je qualifierais de réactionnaire. Il vient confirmer un imaginaire réactionnaire de gens qui disent, vous voyez, ces gens-là, ils sont là pour avoir notre peau dans le pays. C'est bien de cela dont il s'agit. Brendan Kemet, bonjour. Alors, vous êtes journaliste d'investigation, indépendant, spécialiste du grand banditisme. Je rappelle que vous venez de publier Les Parrains du foot chez Robert Laffont. On en avait parlé ici, un livre passionnant. Là, on parle de rap. Alors, le rap envahit le terrain des faits divers maintenant. Oh, c'est absolument pas nouveau. Moi, je voudrais vous rappeler que ça fait à peu près 15-20 ans, je crois que c'était Assassin, il y avait des groupes qui s'en prenaient à la police dans une forme de provocation qui, en fait, j'ai l'impression, consubstantielle au rap. On est toujours dans la provocation. NTM, vos amis de NTM, à une époque, étaient aussi... il fallait brûler Paris, même s'il y avait probablement un talent musical derrière. Et sans avoir été poursuivi. Hein. Oui, mais Assassin l'avait été, il me semble. Il avait été, mais je ne crois pas qu'il ait été condamné. De police ou le ministère de l'Intérieur qui avait réagi à l'époque. Mais ce qui est quand même un peu choquant, et il ne faut pas se voiler la face parce qu'il y a des tensions entre les communautés en France, et malheureusement, ça vient faire un écho assez douloureux à ce qui peut être vécu entre les enfants. Par exemple, moi j'ai vu des choses entre les enfants noirs et blancs qui n'existaient pas. Et finalement, le communautarisme, c'est peut-être un écho du communautarisme aussi, quelque part. Moi, c'est ma peur, Adrien Lenoir, parce que le rap, ça parle aux jeunes. Et là, les jeunes vont entendre des paroles qui sont quand même extrêmement choquantes. Oui, mais encore une fois, c'est quand même important de souligner qu'on est en train de parler d'un individu qui n'a pas d'écho médiatique. On est vraiment en train de parler de quelqu'un qui a 200 followers. Mais que vous en ayez 200 ou 2 millions, quand vous écrivez Pendez les Blancs, c'est la même chose. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas représentatif. De lui déjà, c'est représentatif quelque chose qui serait populaire au sein de la jeunesse. Steve Rubin, vous ne pensez pas que c'est une provocation qui dépasse... Pour moi, ça dépasse le cadre de ce qui est admissible. Mais j'entends bien que vous ne pensiez pas la même chose, éventuellement. Mais... Je ne dis pas ça. Je dis que si on part effectivement, si on se place comme n'importe quel citoyen, effectivement, les mots sont choquants.
Ce que monsieur dit, et il a raison, c'est que s'il n'y a pas ce relais dans la presse aujourd'hui, s'il n'y a pas ce relais médiatique, ça n'existe pas. Et on est obligé d'en parler, c'est pire de se taire. Non. On en parle parce que le rap aujourd'hui, depuis quelques années et même depuis quelques mois, fait beaucoup parler. Donc on a envie de créer de l'actualité. Et en fait, on est parti le chercher, alors que si ça se trouve, il aurait communiqué comme il a fait aujourd'hui et il n'y aurait eu quasiment aucune communication. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que le rap est stigmatisé. Le rap est stigmatisé aussi parce que la jeunesse des quartiers populaires est stigmatisée, parce que les Noirs et les Arabes sont stigmatisés également dans ce pays. Donc on est quand même face à un clip. Et pourquoi je faisais référence tout à l'heure à la façon dont monte cette histoire ? Pas parce que la jeunesse, massivement, serait en train de relayer ce message qui, évidemment, est un message haineux. Vous avez bien vu ma tête, pendez les blancs. Bon, je ne vais pas forcément trouver ça très enthousiasmant comme message à faire passer dans la société. Donc, il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il s'agit quand même de remettre en perspective, c'est que c'est la fachosphère en tout genre. C'est Dieudonné qui partage, c'est des identitaires qui partagent et qui essayent de faire monter ce sujet. Pourquoi ? Parce que ce clip, il vient confirmer un imaginaire complètement délirant sur la jeunesse des quartiers populaires dans ce pays aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous me parlez d'interprétation, d'imaginaire. Pour moi, il y a des mots qui sont scandaleux et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle avec vous, parce que pour moi, il faut les dénoncer. Alors, vous pouvez me parler de liberté d'expression, d'imaginaire, de qui récupère ça. Mais moi, c'est au premier degré. Je reste au premier degré. Je vois ces paroles-là, je les juge pas acceptables. Mais au premier degré, comment pourrait-on les accepter ? On est en train de parler. Non, mais attendez, on est oui, mais moi, je n'ai pas de deuxième degré. De meurtre d'enfants. Oui, bien sûr. On est en train de faire allusion à quelque chose de tellement primaire. Comment voulez-vous ne pas condamner les propos si on les prend au premier degré ? C'est pas de ça dont il s'agit. De toute façon, cette personne, elle n'est pas relayée autre que par la fachosphère. Oui, mais aujourd'hui. Non, mais c'est important parce que ce personnage est présenté et cet artiste est présenté comme si, d'une certaine manière, il était représentatif d'un courant qui pèse dans la société, qui serait un courant constitué de gens issus de l'immigration qui voudraient, dans un esprit de vengeance, la peau des Blancs dans ce pays aujourd'hui. En ça, c'est n'importe quoi. Et il y a une manipulation derrière tout ça. Merci, Adrien Lenoir. On n'est pas d'accord, mais j'entends votre point de vue et je vous remercie d'être venu en parler. Vous pouvez rester avec nous parce que notre débat suivant va vous intéresser. On va parler maintenant du grand banditisme ou de la rédemption par l'amour après la violence. Michel Vaujour est avec nous. Bonjour Michel Vaujour. Vous publiez L'amour m'a sauvé du naufrage chez XO Éditions. C'est un livre de plus de 500 pages où on lit toute votre vie, vos braquages, vos évasions, par hélicoptère notamment, c'est resté célèbre, la pratique du yoga, l'amour de Djamila, et après 27 ans de prison, la sortie avec une remise de peine de 16 ans. C'est une vie incroyable et dans ce livre, vous retracez tout ce parcours. Oui, juste à rectifier rédemption. Vous n'êtes pas d'accord avec rédemption ? Non, j'ai changé, c'est tout. D'accord. La rédemption présuppose un sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui... Pas du tout. D'accord. J'ai changé, comme tout à chacun dans la vie. Excusez-moi, je suis mal installé. Je vous en prie. Et donc, c'est pas une rédemption, c'est une transformation normale qui se fait au fil de l'évolution de la vie d'un homme. Je pense que vous n'êtes pas le même qu'à 20 ans. Personne ici n'est le même qu'à 10 ans non plus. Alors, on retrouve bien entendu dans le livre l'évasion de la santé par hélicoptère en 1986. Ça avait inspiré le fameux film La fille de l'air. Je vais vous lire un tout petit extrait, page 246. Une énorme ovation monta de la prison. 20 mètres plus bas, tous les prisonniers hurlaient leur joie et applaudissaient notre réussite. Comme dans un stade, les supporters d'une équipe de foot exultent quand vient le but tant espéré. Ça, c'est l'adrénaline que vous avez recherché beaucoup. J'ai surtout cherché la liberté, l'adrénaline, elle venait par les moyens que j'employais, quoi. Mais c'est vrai que sur la répétition, l'adrénaline, on aime ça. Vous voyez ? Et vous ne supportiez pas l'enfermement, encore moins les quartiers disciplinaires ? Globalement, je ne supportais pas la prison. On va être plus simple, vous voyez ? Les conditions dans lesquelles je suis enfermé m'apportent peu. Le fait d'être enfermé se suffit en lui-même, non ? Vous regrettez votre passé de délinquant ? Je sais pas, vous voyez, mon parcours est trop difficile, trop hard, trop... Si j'étais le genre d'homme qui se retourne sur son passé, qui pleurniche sur ce qui lui est arrivé et compagnie, je crains fort qu'aujourd'hui je me porterais pas aussi bien que je me porte. Je pense que se retourner sur son passé, c'est s'enfermer dans des prisons. Le passé meurt avec chaque jour qui passe. C'est aussi un livre d'amour.
C'est beaucoup un livre d'amour parce Ouais. qu'on parle énormément de celle qui a changé votre vie, c'est Djamila. Je pense que j'ai eu l'occasion de croiser une balle de 357 Magnum qui m'est entrée dans la tête. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est l'expérience la plus importante de ma vie. C'est vrai? Ouais, j'ai vécu ce que vous appelez une NDE, quoi, une expérience proche de la mort, vous voyez. Et dans les conditions de vie dans lesquelles j'étais alors, franchement, c'était, j'allais dire superbe, quoi. Mais j'en suis sorti. L'élément principal là-dedans, c'est que j'étais en harmonie avec moi-même. J'étais en accord avec moi-même, ça faisait partie du voyage, ma mort, vous voyez. J'avais accepté, profondément accepté. Voilà, et donc j'étais en accord avec moi-même et tout se passait très bien. Et puis là, j'ai survécu. Et plus tard, j'ai rencontré Djamila. Et vous savez, quand on vit beaucoup de choses, de l'adrénaline, quand on vit dans l'extrême, et qu'on va au bout des choses, on fait, la vérité, c'est qu'on cherche quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et moi, j'ai toujours recherché l'amour, quoi, tout simplement. Ou peut-être être aimé. Vous l'avez trouvé. Là, oui. Alors à côté de vous, il y a Brendan Kemet, donc vous êtes spécialiste du grand banditisme. Michel Vaujour, c'est une figure. Alors je reviendrai après sur le mot figure, mais c'est une figure du grand banditisme. Bah, c'est quelqu'un qui a réussi une évasion exceptionnelle, je crois en 1986, donc ça a forcément marqué l'histoire du banditisme et des prisons. Et puis, donc, qui a inspiré, c'était pas la première, je crois que c'était la deuxième peut-être réussie en France. La première, c'était Gérard Dupré à Fleury-Mérogis au mois de janvier précédent. 83. Voilà, Et il faut- Beaumont. Daniel Beaumont. Ouais, des moments. Donc il faut savoir que c'est quand même extrêmement rare de sortir de ces lieux qui sont, malgré tout ce qu'on dit, que la détention est facile, on entend ça, que personne n'est surveillé, c'est quand même assez exceptionnel et rare. Et donc voilà, effectivement, il a marqué l'histoire du banditisme, au moins pour ça. Steve Reuben, vous connaissez bien ce milieu. Est-ce qu'il y a une mythologie du grand banditisme? On en fait presque à rebours, mais des figures non pas héroïques, mais en tout cas célèbres. Oui, c'est une notion un peu dépassée, je trouve, aujourd'hui, avec l'évolution de la voyoucratie. Ces figures que vous représentez, monsieur, évidemment, à travers les jeunes avocats que nous sommes, on s'y intéresse, évidemment. C'est évidemment spectaculaire, c'est fascinant, c'est en plein Paris, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas d'armes. On voit évidemment la présence féminine qui a marqué, je crois, votre parcours à travers Nadine, à travers Djamila, et on voit en réalité à chaque fois qu'il y a une présence. Et cette fascination, en réalité, qui est très présente à travers ce type de personnage, eh bien, elle se traduit parfois par des films qui sont créés et qui sont inspirés de la vie de ces gens. Alors Michel Vaujour, on parle beaucoup là du banditisme, de ces figures, j'employais moi-même le mot d'avant. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de code d'honneur, que vous le disiez, la voyoucratie, enfin, tout ça a changé. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, moi, ça fait trop d'années que j'ai quitté le monde du grand banditisme. Et donc, je ne peux pas juger de ça, mais je retiens qu'une chose, c'est que ce que vous dites aujourd'hui, d'autres le disaient il y a 20 ans, d'autres le disaient avant, que c'était... C'est-à-dire que je suis démodé. Voilà, mais non. Mais il n'y a plus de code d'honneur, dadadi, dadada. Il y a certains... Tout dépend de quel homme vous parlez. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de code d'honneur, il y a des gens qui en ont, et ça dépend de qui vous parlez, quoi. C'est tout. Il ne faut pas généraliser en la matière. Brendan Kemet, je voudrais prendre un exemple d'actualité et revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures. Cette attaque d'un bus à coups de batte de baseball, de sabre japonais à Angoulême, à Garges-les-Gonesse, un adolescent qui est lynché par une bande. C'est un déferlement de violence, c'est une guerre des bandes. Ça, c'est une nouvelle forme de délinquance. Ouais, je voudrais tempérer aussi parce que nouvelle forme, oui, elle est plus violente. Mais regardez par exemple dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian, il y a un protagoniste que je nommerai pas, mais qui a à peu près 60 ans et on a retrouvé dans ses antécédents qu'il a été planté à coups de couteau en 1971 à la gare de l'Est lors d'une rixe entre bandes. Donc les phénomènes sont plus violents, mais sont pas nouveaux. On se bat pour des territoires. Peut-être, sans doute. Mais ça a toujours été le cas. Pour la avec drogue. Les blousons noirs, les chaînes de vélo, c'était des filles, des territoires. On ne connaît pas les motifs de ces... Non, pas encore. Mais parfois, c'est parfaitement futile. Ça peut être une histoire de filles, de mauvais regards. Il y a 5 ans... Mais il n'y avait pas ça la avant. sœur- Il n'y avait pas justement Oh, cette ultra-violence, Steve Reuben. C'est pas le grand banditisme. Non, C'est pas le grand justement, banditisme. c'est ce que je disais. Ces figures-là ont changé. Elles ne sont plus à la une de l'actualité. Bon, à part Seulement Redouane Faïd ou d'autres. une Mais chose, c'est que les personnes qui rentrent dans le grand banditisme, souvent ont connu des parcours de violence. Je veux dire, on n'arrive pas comme ça, on ne pourrit Oui, mais- pas tout d'un coup, tiens, je vais devenir un bandit.
Oui, mais Voilà. nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est une délinquance qui est plus jeune, qui est moins responsable, beaucoup plus immature, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus armée. Aujourd'hui, on le voit, dans le 93, vous trouvez des armes, c'est un supermarché, c'est très simple. Et puis même, on le voit, même dans les relations avec les avocats, il y a moins ce respect, il y a moins ce vouvoiement, il y a beaucoup plus ce tutoiement, on vient quand on veut un peu au cabinet. Je trouve que moi, j'ai évolué dans un cabinet à l'époque qui traitait le grand banditisme, il y avait beaucoup plus de respect, et il y avait un rapport à l'autorité, et il y avait un respect. Chacun était dans son rôle, et le banditisme et cette délinquance-là étaient quand même beaucoup plus respectueuses. Est-ce que vous voulez dire que la délinquance suit un peu le mode d'évolution de la société? Est-ce qu'elle reflète un peu ce qu'est devenu la société, peut-être avec moins de respect entre les gens qu'il n'y avait avant? Je dis que cette délinquance-là, elle touche des gens qui commencent très jeunes, qui n'ont pas ou peu d'éducation, je parle de la vie, et donc qui traduisent leur comportement par beaucoup de choses irrespectueuses. On peut être un très beau voyou et respecter les gens, respecter des codes, respecter les hommes, même si on est dans une délinquance et qu'on fait un choix de vie, c'est vivre de la délinquance. Michel Vaugeot, on parle Oui, là... Oui, allez-y. Je veux dire que moi je suis totalement d'accord avec M. Canet, ça a toujours existé. Seuls les moyens changent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent, mais peut-être que la société elle-même est beaucoup plus violente. Mais c'est tout, ça a toujours existé, les notions de territoire, de regard de fille, etc. C'est ça qui génère les choses. Peut-être aujourd'hui aussi un petit peu la cam, etc. Mais ça a toujours existé, c'est une forme ou une autre. Vous parlez beaucoup de violence, et dans votre livre, il y a un mot qui revient souvent, c'est injustice. Très jeune, vous avez senti l'injustice. C'est cette injustice qui vous a rendu, vous, à l'époque, violent? J'en ai très très mal vécu la condamnation qui s'en est suivie, mais vraiment très très mal vécu. Non pas seulement la condamnation, mais l'exécution de la condamnation. Je me suis retrouvé dans des conditions de vie difficiles, avec un sentiment d'abandon qui n'arrangeait pas les choses, et un refus. Voilà. Je pense qu'à la base, c'est ça, quoi. Après, c'est la nécessité. C'est tout. Ce que vous n'avez jamais supporté, vous le disiez, c'est l'enfermement, et vous avez été prêt Non. à tout pour rompre avec cet enfermement. Oui, après à mourir. Je pense que quand vous n'avez pas les moyens de vous battre, puisque l'adversité est trop importante, je pense que quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de chercher d'autres moyens en vous, la détermination par exemple. Et ce qui vous arrête, c'est la peur en général. Et si vous acceptez la mort, si vous acceptez profondément la mort dans votre combat, vous découvrez que vous avez des forces qui vous dépassent, que vous n'avez pas d'ordinaire. Steve Vous allez Robin, beaucoup plus loin. Et donc vous avez une chance de gagner. Est-ce que la prison rend violent? Oui, c'est un milieu extrêmement violent. Et en fait, si vous ne l'êtes pas, quasiment vous ne survivez pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des comportements à adopter, et ceux qui le sont le plus, ceux qui sont discrets, ceux qui s'inscrivent dans des comportements plutôt à l'écart, ils sont très vite appréhendés, ils sont victimes en réalité d'une détention qui devient très difficile. Brendan Kemet, vous êtes d'accord? Tout à fait. On dit que c'est l'école du crime. Malheureusement, des jeunes entrent en prison. On les voit sortir. Et on les voit sortir. Ils ont fait des très mauvaises rencontres. Ils ont grandi, ils ont appris. Et ils ont ils ont enrichi leur carnet d'adresses, et ce qui est souvent dramatique à la sortie de prison, puisqu'on va aussitôt retrouver les personnes qu'on a rencontrées en prison. Michel Vaugeot? Oui, ce que m'a dit Kenneth, c'est tout à fait ça. Moi, dans ma première condamnation, c'était... j'avais plus de famille, quoi. Ma famille m'avait abandonné, etc. Ma famille, c'était devenu mes petits copains au centre de la petite prison où j'étais, et c'était devenu ma famille, c'est tout. Voilà. Merci Michel Vaugeot d'être venu avec nous parler de ce livre passionnant, un roman de vie mais aussi un roman d'amour. Surtout restez avec nous. Dans quelques minutes, après une courte pause, le récit de la mère de la petite Maëlys qui a croisé le regard de Nordal Lelandais lors de la reconstitution.